C'est Tenez-moi, un thriller à suspense Katie Winter du FBI, livre 7, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Prologue. Terrifiée, Cherie Blair se précipita tête baissée dans l'obscurité. Les genoux écorchés et les mains ensanglantées, elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était parvenue à s'enfuir. Il l'avait retenue prisonnière pendant de longues heures. « Je vais te tuer », l'avait-il menacée quand elle s'était mise à crier. Comme toutes les autres. « Désolée, tu n'y échapperas pas. Tu dois mourir. » Elle se souvint à quel point sa voix avait semblé étrange et implacable en prononçant ces paroles effrayantes, et elle redoubla d'efforts pour courir encore plus vite. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle était au milieu de nulle part et il faisait nuit noire. Elle se frayait un chemin dans une neige profonde et irrégulière. Elle était entourée de pins et l'air était frais et glacial. Le ciel était piqueté d'étoiles et le vent froid comme l'acier soufflait en rafales autour d'elle. Elle savait qu'elle était perdue dans un désert blanc où le danger rôdait. Mais elle préférait de loin mettre sa vie en danger plutôt que se retrouver enfermée dans cette cage et attendre qu'il mette ses menaces à exécution. Malheureusement, Cherie était perdue et il faisait très froid. Elle était complètement gelée. Elle ne portait qu'une veste légère quand il l'avait emmenée. Elle ne s'était pas attendue à sortir par ces températures polaires. Elle trébucha et tomba en se tordant la cheville, puis elle se releva et continua à courir en boitant, se laissant glisser sur la neige. Puis elle chuta à nouveau et se redressa immédiatement. Alors qu'elle avançait dans la forêt, elle réalisa qu'il était inutile de chercher à se cacher. Elle n'entendait personne derrière elle et elle pensait qu'il ne la poursuivait pas. Autour d'elle, elle ne voyait rien d'autre que l'obscurité. Des arbres denses et recouverts de neige l'encerclaient. La glace crissait sous ses pieds. « Je dois trouver une route », se dit-elle en tremblant de froid. « Ou une maison, il me faut un abri. » Elle écouta, en vain. Le silence absolu n'était rompu que par le murmure du vent à travers les branches. Alors qu'elle continuait d'avancer un boitillant, elle fit de son mieux pour déterminer l'endroit d'où elle venait et la direction qu'elle devait prendre. Mais elle réalisa qu'elle était complètement désorientée. Elle avait échappé à son ravisseur, mais maintenant, un autre ennemi la menaçait. Un ennemi qui lui figeait les doigts, puisait dans ses forces et lui brûlait la peau. Le froid. Le froid allait lui être fatal et l'homme le savait. C'était peut-être la raison pour laquelle il ne l'avait pas poursuivie aussi longtemps qu'elle l'aurait cru. Elle devait absolument trouver de l'aide, mais elle éprouvait de plus en plus de difficultés à se déplacer. Cherie trébucha en avant, transie de froid, incapable de sentir ses mains et ses pieds, alors qu'elle se frayait un chemin à travers les arbres gelés. « Donnez-moi une route ou une maison », gémit-elle. Mais elle ne voyait rien d'autre que la forêt sombre qui semblait l'engloutir. Alors que le froid cinglant l'engourdissait de plus en plus, Cherie se demanda si sa cachette ne deviendrait pas bientôt sa tombe. Chapitre 1. Katie Winter frappa à la porte d'entrée de son ancienne maison familiale. Elle était en proie à toutes sortes d'émotions. Mais cette fois au moins, elle savait que ses parents lui ouvriraient la porte et ne feraient plus semblant d'ignorer sa présence à l'extérieur. Ils attendirent la visite de leur fille, mais après une séparation de plus de 15 ans, elle savait que ce ne serait pas une sinécure. De plus, il y avait encore des choses qu'elle leur cachait à tous les deux. Elle repoussa ses cheveux bruns de son visage et plissa ses yeux verts en pensant à ce qu'elle ne pouvait pas leur dire. « Bonjour Cathy !» Son père l'accueillit à la porte en arborant un sourire en partie chaleureux. Autrefois grand et fort, il paraissait à présent plus hagard et plus vieux que son âge. Ses yeux étaient là toujours perçants et brillants, mais ses cheveux étaient là gris et ses épaules voûtées. Alors que Katie suivait son père à l'intérieur de la petite maison, située près des rives du lac Ontario, elle se rappela qu'il ne savait pas qu'elle enquêtait une fois de plus sur le drame qui avait changé sa vie, la disparition de sa sœur jumelle, Josie. Maintenant qu'elle était un agent chevronné du FBI, elle en avait profité pour rouvrir le dossier. Et après avoir interrogé le meurtrier présumé de sa sœur en prison, elle avait découvert une toute nouvelle piste, pour le moins inattendue. Elle avait bien l'intention de l'explorer, mais elle ne devait pas en parler à ses parents. C'était quelque chose qu'elle devait leur cacher, pour l'instant et peut-être pour toujours. Katie entra dans le salon et s'installa en même temps que son père. Elle évita de regarder le fauteuil près de la cheminée sur lequel sa sœur avait l'habitude de s'asseoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas mentionner le nom de Josie. Son père de refermerait immédiatement. Le sujet était toujours sensible et douloureux pour lui et il refusait obstinément d'en parler. « Salut papa !» dit-elle. « C'est bon de te revoir. »« C'est bon de te revoir aussi, ma chérie. Comment vas-tu ?»« Je vais bien. Tu as l'air fatigué. » Il haussa les épaules. « Je ne dors pas bien ces jours-ci. »« Tu veux en parler ?» s'inquiéta Katie.
C'est un trait de famille, répondit immédiatement son père en secouant la tête. Tu as quel âge maintenant? 32 ans? Quand tu en auras 60, tu vivras probablement la même chose. Il lui adressa un sourire résigné. Katie savait que ce n'était pas la vraie raison, mais elle ne put le questionner davantage car sa mère arriva subitement avec un plateau et des tasses de café. « Katie !» Le visage de sa mère s'illumina en la voyant et Katie se sentit submergée d'émotions. Même si elle se sentait un peu comme des étrangères après autant d'années, Katie était heureuse que sa mère se réjouisse de la voir. Elle savait que Katie essayait d'en savoir plus sur Josie. Elle voulait absolument être tenue informée de ce qu'elle aurait découvert. Elle voulait savoir ce qui était arrivé à sa fille. Mais même si sa mère savait qu'elle enquêtait sur la disparition de Josie, Katie ne pouvait pas tout lui dire. Elle ne voulait pas partager des faits qui n'étaient pas entièrement confirmés, ou des pistes qui pourraient ne mener nulle part. Elle préférait attendre et lui fournir des informations fiables. Alors qu'ils sirotirent leur café dont l'arôme imprégnait l'air du petit salon, Katie réfléchit à la complexité des familles. Elle jeta un coup d'œil à son père et elle vit le désespoir dans ses yeux. Il avait perdu sa fille et il ne s'en était jamais remis. Katie se sentait responsable et elle ne pouvait pas le supporter. La culpabilité la rongerait pour toujours. Des années de chagrin avaient fait des ravages et maintenant, ses parents étaient si fragiles. C'était flagrant. Le passé se cachait dans cette maison, une présence sombre et inquiétante qui avait façonné toute leur vie. Katie pouvait le sentir. Son père le sentait, et sa mère l'avait certainement ressenti. « C'est délicieux », dit-elle à sa mère, essayant de réchauffer l'atmosphère qui s'était subitement tendue. Elle savait qu'elle devait rester aussi calme et décontractée que possible. Elle ne pouvait pas leur révéler l'objectif de sa visite. Ils étaient de fragiles et vulnérables, mais ils avaient aussi leurs propres secrets. Elle avait répété cette rencontre plusieurs fois dans sa tête. Elle savait ce qu'elle pouvait dire, ou non. « Je suis contente que tu sois venue », avoua sa mère. « Tu m'as manqué. »« C'est bon de vous voir tous les deux », répondit sincèrement Katie. « Tu as l'air en forme et heureuse », dit sa mère avec hésitation. « Je suis heureuse, j'aime mon travail, j'adore travailler pour l'unité transfrontalière. » Katie réalisa qu'elle s'avançait peut-être sur un terrain glissant et qu'il valait mieux ne pas parler de ses enquêtes. « Tu allais me montrer les photos de ton appartement », lui rappela sa mère. Katie sortit son téléphone et montra à ses parents quelques clichés de sa charmante petite location à Sault-Sainte-Marie. Son appartement surplombait la rivière Sainte-Marie, du côté américain, et il avait une vue imprenable sur le côté canadien de la ville. « C'est vraiment un bel appartement, regarde cette vue. » Son père hocha la tête. « C'est quelque chose, en effet. Mais te connaissant, je suis sûre que tu es trop occupé pour en profiter pleinement, » dit-il sur un ton affectueux. « Eh bien, j'espère que tu ne laisses pas le travail entraver ta vie privée, » enchaîna sa mère en souriant. « Maman, je n'ai jamais été du genre à socialiser, » souligna Katie. Et c'était vrai, elle avait toujours été une solitaire et le traumatisme qu'elle avait vécu lorsqu'elle avait 16 ans l'avait davantage confortée dans cette direction. Même si elle était en compagnie de ses parents, la conversation lui semblait pénible à supporter. Il y avait tant de choses à cacher ou à surmonter. « Tu n'es pas un bourreau de travail, rassure-moi » demanda sa mère. « Je ne suis pas un bourreau de travail, je me consacre à mon travail, c'est très différent. » « Et tu as rencontré quelqu'un ?» Katie sourit. « Non, je n'ai pas le temps pour ça avec un emploi du temps aussi chargé. » Mais elle ne put s'empêcher de penser à son partenaire d'enquête, le blanc. Elle revit son beau visage mince au teint mat, ses cheveux noirs, son air confiant, la chaleur dans ses yeux. Mais elle n'allait certainement pas avouer à ses parents qu'elle éprouvait des sentiments pour lui. Elle n'était déjà pas prête à l'admettre elle-même. « Des choses comme ça arrivent quand tu ne t'y attends pas », ajouta calmement son père. Katie lui sourit. Elle aurait voulu que ce soit le cas pour elle, mais elle avait l'impression que toute une partie de sa vie lui échappait. Elle ne voulait pas y penser. Elle ne voulait pas penser à ce que l'avenir lui réserverait avec le blanc. Katie ne craignait pas grand-chose, mais la pensée d'un engagement émotionnel était un acte de foi terrifiant pour elle. « Comment vont les affaires ?» demanda-t-elle. Ses parents dirigeaient une entreprise de location de bateaux et Katie savait qu'ils avaient dû restreindre leurs activités au cours des dernières années. « On se débrouille toujours, » répondit son père. « Nous ne travaillons pas autant qu'avant, mais nous ne sommes pas prêts d'abandonner. Ça commence à reprendre maintenant que le temps se réchauffe, mais le printemps est en retard cette année, » expliqua sa mère. Katie était habituée au vent mordant qui paralysait la région en hiver. Elle avait grandi dans cet environnement, mais elle pouvait comprendre à quel point les températures glaciales pouvaient être difficiles pour les touristes. « C'est vrai, nous n'avons pas vu beaucoup de soleil récemment, » convint Katie. Elle jeta un coup d'œil à l'extérieur. Le ciel était gris et le lac agité. Katie se sentit subitement nerveuse. Elle avait l'impression que ses parents avaient passé assez de temps avec elle.
et elle savait que si elle ne partait pas bientôt, des sentiments et des reproches jusqu'alors inexprimés referaient lentement surface. « Je vais faire un tour en ville », annonça-t-elle. « Je peux vous rapporter quelque chose ?»« Non, nous avons tout ce qu'il nous faut », répondit sa mère, en échangeant un regard avec son mari. Il soupçonnait qu'elle n'allait pas en ville juste pour se promener. Katie en était sûre, mais personne ne dit rien. « Merci pour le café », dit Katie en se levant. « C'était un plaisir de vous voir. »« De même », répondit son père. Elle ressentit une bouffée de soulagement. Cette brève discussion s'était déroulée sans accroc et s'était terminée cordialement. Il était temps d'aller en ville, mais en effet, elle ne comptait pas s'y promener. Elle devait trouver quelqu'un, ou en savoir plus sur lui. Il s'appelait Gabriel Rath et elle le soupçonnait d'avoir enlevé Josie. Si elle était venue jusqu'ici, c'était uniquement pour tenter de le retrouver. Chapitre 2. Katie quitta la maison de ses parents en refermant doucement la porte derrière elle. Mais elle n'alla pas directement en ville. Au lieu de cela, elle parcourut un itinéraire qu'elle n'avait plus jamais emprunté depuis le jour où Josie avait disparu. Mais aujourd'hui, elle y était forcée. Elle voulait ranimer les souvenirs, même si elle savait que ce serait profondément douloureux. Elle en avait besoin. Elle suivit ce sentier sinueux qui partait de la maison de ses parents, traversait un nœud de forêt et débouchait sur la rivière où elle avait choisi de faire du kayak ce jour fatidique. Elle pensait pouvoir le supporter, mais alors qu'elle marchait, les images du drame défilèrent dans sa tête. Des larmes lui montèrent aux yeux et elle les essuya du revers de la main. Elle avait ri avec Josie, ignorant les plaintes de sa sœur alors qu'elle portait le petit kayak sur son épaule, excitée à l'idée de s'attaquer au rapide. Puis une vague de culpabilité la submergea. Une bruine froide commença à tomber, rendant le sentier boisé encore plus sombre. Alors que Katie avançait à grands pas, elle crut encore entendre les rires de sa sœur. Elle lui avait juré que tout se passerait bien. Mais elle n'avait pas tenu sa promesse, et elle avait échoué. Le cœur de Katie battait la chamade. Elle savait qu'elle devait se calmer. Tant d'années s'étaient écoulées depuis ce drame, et elle ne pouvait rien y changer. Elle continua jusqu'à la petite clairière au bord de la rivière, là où elle avait commencé son périple avec sa sœur. Katie était si heureuse et enthousiaste ce jour-là. Elle était persuadée qu'elle arriverait à maîtriser le kayak. C'était pour elle une sorte de défi, et elle pensait sincèrement qu'elles en auraient ri par après. Mais elle s'était trompée, et Josie en avait payé le prix. Katie ne put s'empêcher de sangloter en observant son environnement. Tout était exactement comme le jour où elle était venue ici avec Josie. Les arbres, l'herbe, l'eau. C'était comme si elle revivait exactement le même moment. Si peu de choses avaient changé dans ce paysage rural intemporel. La gorge de Katie se noua. La réalité était plus puissante que le souvenir. Il était difficile de croire qu'elle se trouvait à l'endroit où elle avait vu sa sœur vivante pour la dernière fois. Elle avait le sentiment que Josie était toujours là et qu'elle la suppliait de continuer. Katie fit un pas en avant. L'herbe était mouillée et elle s'enfonça dans le sol, manquant de trébucher. Elle se redressa et fit un autre pas. Elle pouvait entendre l'eau couler sur les rochers. C'était un spectacle étrange et solennel. La rivière était sombre, turbulente, en colère contre les pluies. Katie frissonna. Ce n'était pas l'eau claire et cristalline de l'été. Celle-ci semblait menaçante et dangereuse, exactement comme ce jour-là. Elle avança jusqu'au bord et regarda l'eau agitée déferler sur les rochers sombres au milieu de la rivière. Elle frissonna en voyant ces pièges cruels et à demi cachés. Soudain, tout lui revint violemment en mémoire. C'était si brutal et qu'elle se mit à halter. Elle l'avait vu ici. Elle l'avait vu. Elle en était convaincue à présent. La disparition de sa sœur l'avait tellement traumatisée que Katie avait inconsciemment effacé cette image furtive de sa mémoire. Mais maintenant, elle avait refait surface. Elle se rappela qu'elle avait mis le kayak dans l'eau et attendu que Josie fasse de même. Pendant ce temps, elle avait jeté un coup d'œil sur la rive opposée et elle l'avait vue. Une silhouette étrange, vêtue de noir, une barbe épaisse et des cheveux touffus. Un homme était au bord de la rivière ce jour-là, une canne à pêche en main, comme elle l'avait vu faire quelquefois dans le passé. Il avait levé les yeux et les avait regardés partir. Gabriel Rath était passé par là, et Katie s'en rappelait seulement maintenant, des années après. Encore sous le choc, ses jambes se mirent à trembler. Si seulement elle s'en était souvenue plus tôt. Pourquoi son esprit avait-il refoulé cette information cruciale ? Sous le poids de la douleur et du traumatisme, elle n'avait jamais osé retourner à la rivière. Elle n'avait jamais essayé de déclencher ce souvenir. Tout correspondait parfaitement à ce que Charles Everton, le tueur en série condamné, lui avait dit en prison. Il avait dit qu'il avait vu Josie, inconsciente au bord de la rivière, et qu'il avait vu un homme l'emmener. Katie avait compris plus tard qu'il s'agissait de Rath.
Alors qu'elle reprenait lentement ses esprits, elle se sentit de plus en plus déterminée à traquer Gabriel Rat. Elle allait le trouver et elle allait exiger la vérité. Et que se passerait-il s'il avouait avoir enlevé sa jumelle? Katie n'osait pas penser à son éventuel désir de vengeance. 10 minutes plus tard, Katie passa devant la clôture colorée de l'école maternelle qui indiquait l'entrée de cette petite ville située au bord de la rivière, à quelques kilomètres de la maison de ses parents. Elle s'y était rendue tant de fois lorsqu'elle était plus jeune. Ses parents avaient toujours cru que c'était une petite ville tranquille où ils pouvaient laisser une jeune fille s'y promener seule sans aucun danger puisque la communauté veillait les uns sur les autres. Mais à présent, Katie réalisa que cette pensée était complètement erronée. Elle s'arrêta d'abord au magasin principal. C'était l'endroit le plus fréquenté par la communauté. Tout le monde s'y rendait. Ils vendaient de tout, des denrées périssables aux conserves en passant par les produits locaux, ainsi que des produits alimentaires, de base et des vêtements. Elle ouvrit la porte et une cloche à l'ancienne retentit. Elle reconnut immédiatement l'odeur du magasin, exactement la même qu'autrefois, un mélange de bois, de cuir et une légère pointe d'épices. Elle sentit la chair de poule lui recouvrir les bras alors qu'elle se rappelait ce parfum, jusqu'alors oublié. L'employée derrière le comptoir ne lui était pas non plus étrangère. Le visage rond et les cheveux gris, Madame Mason devait avoir la soixantaine à présent. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Eh bien ça alors, Katie Winter ?» En personne, la salua Katie. « C'est une sacrée surprise, ça fait des années. » Son visage bienveillant se crispa légèrement alors qu'elle se souvenait des circonstances dans lesquelles Katie avait quitté la communauté. « Comment vas-tu, ma chérie? Tu m'as l'air en forme. Tu es venue rendre visite à tes parents? Ils étaient ici hier? » « Oui, je suis déjà passée chez eux. » Sentant qu'elle devrait rapporter quelque chose à ses parents, Katie prit un pot de fruits confits sur l'étagère et le lui tendit. « Ça fera 6 $, s'il te plaît, » sourit-elle. Alors que Katie la payait, elle en profita pour continuer la discussion. « Je fais quelques recherches actuellement et j'aurais aimé retrouver quelqu'un en ville, » expliqua-t-elle. Madame Mason hocha la tête de manière significative, sachant clairement ce que Katie voulait dire. « Un homme du nom de Gabriel Rat, » reprit Katie. « Vous souvenez-vous de lui? » Monsieur Rass. Madame Mason fronça les sourcils. « Oui, je me souviens de lui. Il avait l'habitude de louer un des chalets à une chambre. Tu vois ce que je veux dire? Ces petites maisons de style Tudor avec vue sur la rivière, en bas de la ville. Oui, je m'en souviens. Ils ont tous été rachetés par un centre de villégiature il y a quelques années et ce sont maintenant des locations de vacances, » poursuivit Madame Mason en mettant le pot dans un sac en papier. « Et où est Monsieur Rass maintenant ?» Madame Mason secoua la tête. « Je ne sais pas où il est allé. Tu sais, je ne me souviens pas l'avoir vu pendant des années. De nombreuses personnes sont venues ici après ce terrible accident avec Josie. Tout le monde en parlait. Certains avaient leurs théories, d'autres voulaient aider et montrer leur soutien à tes parents. Mais je ne me rappelle pas du tout l'avoir vu. C'est bizarre maintenant que j'y repense. Il avait toujours l'habitude d'acheter du tabac, des conserves et des fournitures. » Katie sentit d'autres frissons lui picoter le dos. Enfin, elle avançait, mais c'était bien trop tard. « Va voir au bar d'à côté. C'était un habitué et il était ami avec Brian, le barman. Peut-être qu'il t'en dira plus, » conseilla Madame Mason. Katie se rendit au bar voisin, l'estomac noué. Elle fut surprise de voir un jeune homme en pleine forme occupé à ouvrir le bar. C'était certainement le fils de Brian. Elle ne se souvenait pas de son prénom, mais sa touffe de cheveux blonds lui était familière. Il n'avait que 9 ou 10 ans quand elle était partie. Il lui adressa un sourire perplexe alors qu'elle s'approchait. « Bonjour, nous ouvrons dans une demi-heure ou je peux vous aider pour autre chose ?» demanda-t-il. « Ton père est là ?»« Bien sûr, il est à l'arrière, il vérifie les stocks. Vous pouvez aller le voir si vous voulez lui parler. » Katie s'avança vers le bar, faiblement éclairé, respirant l'odeur de la bière et de la fumée de bois provenant de l'énorme cheminée. Elle se dirigea au bout du comptoir et passa la porte qui menait à l'arrière. Puis elle aperçut Brian, un homme grand et fort, ses cheveux blonds maintenant grisonnants. « Eh, bonjour madame !» la salua-t-il en se retournant. « Mais attendez, je vous connais. »« Katie Winter » se présenta-t-elle. « Katie, content de te revoir. »« Je ne fais que passer, j'aurai besoin d'un service, » annonça-t-elle. « Tout ce que tu veux, si je peux t'aider, » promit-il. « Gabriel Rat. Vous vous souvenez de lui? Savez-vous où il est allé? J'ai cru comprendre qu'il avait quitté la ville. » Brian fronça les sourcils pendant qu'il réfléchissait. « Il a effectivement quitté la ville, mais je ne sais pas où il est allé. C'était un habitué ici, tu sais. Il venait presque tous les soirs, puis je ne l'ai plus vu du jour au lendemain. Je me suis posé des questions pendant 1 mois ou 2, puis je me suis arrêtée un jour chez lui, mais la maison était vide. Il était parti. Il avait certainement déménagé parce qu'il avait pris toutes ses affaires.
Il n'avait pas vraiment disparu, mais je ne sais pas où il est allé. De temps en temps, je me le demande moi-même. Mais c'était il y a des années, maintenant, de nombreuses années. Merci, dit Katie. Elle se sentait frustrée de ne pas en apprendre davantage, mais de plus en plus convaincue que Gabriel Rath avait été impliqué dans la disparition de Josie. Il l'avait kidnappée, puis il avait disparu. Maintenant que j'y pense, il y a une personne qui pourrait le savoir, ajouta Brian. Qui ? Madame Ingham. Elle était la propriétaire du chalet qu'il louait. Nous plaisantions même ensemble à ce sujet en disant que Madame Ingham le suivrait jusqu'à sa tombe pour récupérer ses loyers en retard. Si tu veux, je peux me débrouiller pour savoir où elle vit à présent. Elle a déménagé à l'extérieur de la ville avec quelques amis, mais elle vient de temps en temps. Quels amis ? Demanda Katie qui souhaitait la contacter le plus vite possible. Je n'en ai aucune idée, dit-il en haussant les épaules. Elle vit en communauté maintenant, hors réseau. Cela signifiait qu'elle devrait encore attendre. Il n'y avait aucun autre moyen plus rapide. Demandez-lui s'il vous plaît, voici ma carte. Je ferai ce que je peux, promit-il. Après cette visite éclair, Katie devait retourner à l'aéroport. Elle avait énormément de boulot et venir ici lui avait pris du temps. Son travail et sa carrière étaient prioritaires. Elle quitta la ville plus déterminée que jamais. Elle n'allait pas abandonner. Elle allait suivre toutes les pistes possibles et elle découvrirait ce qui s'était passé. Madame Ingham en saurait plus. Katie en était persuadée. Chapitre 3. Leblanc prenait une tasse de café sur son balcon en cette fin de matinée, tout en s'occupant de la paperasse d'une affaire récente lorsque son téléphone sonna. Il l'attrapa, s'attendant à un appel de Katie Winter, sa coéquipière, ou de l'inspecteur Scott, le responsable de l'unité transfrontalière. Son estomac se noua quand il vit le nom de son patron sur l'écran. Il y a peu de temps, il avait surpris une conversation téléphonique troublante en passant devant le bureau de Scott. D'après ce que Leblanc avait pu comprendre, leur unité était sous surveillance. Quelque chose n'allait pas, mais il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Il n'était pas fier d'avoir écouté une conversation privée et il n'en avait pas parlé à Scott. Mais au fond de lui, il se sentait anxieux. La situation n'était peut-être pas aussi grave, ou au contraire, plus que sérieuse. Il espérait bien que cette histoire n'irait pas plus loin, mais il se demandait s'il devait partager ses craintes avec Katie quand le moment serait venu. « Inspecteur Scott », répondit-il nerveusement en regardant la rivière Sainte-Marie qui paraissait grise et fraîche en ce jour de mars nuageux. Leblanc, le Premier ministre du Manitoba nous a demandé d'enquêter sur un ensemble de circonstances plutôt troublantes. Il sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine et se leva immédiatement. Il ne s'agissait pas de l'avenir de l'unité, mais d'une nouvelle affaire. Quels sont les détails ? S'enquit-il. On a retrouvé une jeune femme d'une vingtaine d'années sur l'autoroute 10, à environ 3 heures au nord de Winnipeg. Un habitant l'a ramassée après l'avoir vue s'effondrer près de la route. Il semble qu'elle venait de la forêt. Elle est atteinte d'hypothermie sévère et elle est dans un état critique. Une idée de ce qui lui est arrivé ? Elle a des lacérations aux poignets et aux mains. D'après les médecins, elle aurait été ligotée ou elle se serait blessée en essayant de s'échapper. Elle est également gravement blessée sur un de ses flancs, ce qui indiquerait qu'elle a fait une sérieuse chute. Elle a perdu connaissance pendant qu'ils attendaient un hélicoptère, mais elle a eu le temps de dire que l'homme qui l'a enlevée aurait déjà tué. Leblanc hocha la tête en fronçant les sourcils. Ce scénario lui donnait la chair de poule. Il imaginait déjà la scène, une femme terrifiée et blessée, seule dans le froid, alors que le printemps n'était pas encore arrivé dans l'extrême nord de cette province. La victime a dit qu'elle venait du Minnesota. Du moins, le témoin pense que c'est ce qu'elle a essayé de dire. D'après son accent, il pense qu'elle est américaine. Nous ratissons la région pour récupérer des informations supplémentaires concernant son identité. Nous avons un chien pisteur sur les lieux, mais si elle est vraiment une citoyenne américaine, cette affaire relève de notre juridiction. Compris, convint Leblanc. Même si ce n'est pas le cas, le Premier ministre du Manitoba nous a demandé d'enquêter, car c'est extrêmement troublant et ça ne ressemble pas à un incident caractéristique de violence conjugale. En effet, ce n'est pas habituel, surtout si elle vient du Minnesota. Il y a certainement autre chose. Il manque d'effectifs dans la province, surtout en cette saison, et les services de police sont peu sollicités. Cet incident est plus que troublant. Encore une fois, nous craignons que les médias ne s'emparent de l'affaire et que cela affecte la période touristique dans la province à 1 mois du printemps. Le Premier ministre veut que nous nous chargions de l'affaire et que nous déterminions ce qui s'est réellement passé et qui est responsable. Les médias sont une grande préoccupation, je suis d'accord. Il faut absolument nous pencher là-dessus, convint Leblanc. Pouvez-vous joindre Katie ? Je sais qu'elle devait revenir de New York ce matin, poursuivit Scott. Je m'en occupe, confirma Leblanc.
Vous devez vous rendre le plus vite possible à Winnipeg. Je vais m'organiser avec la GRC locale pour tout mettre en place. Nous n'avons pas beaucoup de détails jusqu'à présent, mais c'est en cours de développement. Je vous enverrai les nouvelles informations dès qu'elles arriveront, ainsi que vos préparatifs de voyage quand vous vous rendrez à l'aéroport. J'y vais tout de suite, confirma Leblanc avant de raccrocher. Leblanc était ravi d'être sur une nouvelle enquête. Il rentra immédiatement dans son appartement et ajouta quelques affaires au sac de voyage qu'il gardait toujours en cas d'urgence. Il inséra son ordinateur portable et son téléphone à l'intérieur. Il était prêt à partir. Il attrapa son sac et se dirigea vers la porte, récupérant les clés de son véhicule au passage. Une fois dans la voiture, il appela Katie qui décrocha immédiatement. « Salut !» lança-t-il, sentant un sourire réchauffer son visage. En entendant sa voix, il était totalement convaincu qu'il avait pris la bonne décision en tournant définitivement le dos à son passé. Leblanc savait que sa partenaire avait également été perturbée par ce qu'ils avaient dû vivre. Leblanc avait travaillé de nombreuses années à Paris, mais le meurtre de Céleste, sa partenaire d'enquête et dans la vie, avait profondément marqué Leblanc et l'avait incité à une série de changements de vie. Après que sa partenaire eût été tuée par un condamné lors d'une émeute en prison, la culpabilité l'avait rongé. Il savait que les choses auraient donc pu être différentes s'il avait été là avec elle à ce moment-là. Les pensées de vengeance qui avaient obscurci son esprit l'avaient presque forcé à prendre une série de décisions désastreuses. Mais maintenant, grâce à l'intervention de Katie, il avait mis tout cela de côté. Leblanc n'était plus intéressé par le châtiment. Il voulait aller de l'avant, embrasser sa nouvelle carrière au sein de l'unité transfrontalière et mettre toute son énergie dans l'avenir. Depuis qu'il avait pris cette décision, il se sentait libéré. Il avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau et il se sentait bien plus utile dans son travail qu'auparavant. Seuls les sentiments qu'il éprouvait pour Katie Winter constituaient une petite ombre au tableau. Elle était plus qu'une simple collègue pour lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.